au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité nationale et aussi internationale. Au sommaire, les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. Les chefs d'État africains se mobilisent davantage pour mettre fin à la pratique à Kinshasa. Ils définissent déjà des stratégies de lutte. Nous serons sur place dans cette édition. Le Covid-19 et ses mutations, on annonce déjà en Afrique du Sud et même en Europe un nouveau variant à prendre au sérieux. Pendant ce temps, au Togo, la lutte continue avec la réception de nouvelles doses de vaccins Johnson & Johnson. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Direction Kara, où se tient depuis ce matin le séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État en personne, Faure Sozimna Gnassingbé. L'objectif de cette rencontre de l'exécutif prévu pour durer 2 jours est de faire le point sur le niveau d'avancement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et principalement les progrès réalisés sur les 10 actions prioritaires définies lors du dernier séminaire gouvernemental des 26 et 27 juillet 2021. Sont retenus pour le compte des actions prioritaires plusieurs projets, notamment la mise en place de la couverture santé universelle, l'augmentation de l'accès à l'eau et à l'assainissement, la construction de logements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 10 communes et enfin la digitalisation des services publics de l'administration. Nous y reviendrons. L'actualité ce soir, c'est aussi la participation active du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé aux côtés de ses pairs à la première conférence pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une rencontre de haut niveau en vue d'accélérer l'éradication de ces violences. Le point de la rencontre avec Joseph Amiga. Cette rencontre de haut niveau a mobilisé des dirigeants africains. Ces derniers s'engagent à accélérer la prévention et l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles à tous les niveaux sur le continent. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, reconnu pour sa politique active dans la promotion des femmes, a été vivement félicité par ses pairs. Le chef de l'État togolais a été distingué le 15 octobre dernier comme dirigeant Iforchi, une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par ONU Femmes. À cette première conférence pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement pour une société africaine plus inclusive et dont le développement a pour soubassement le potentiel de tous les citoyens. Le président de la République et ses pairs ont axé les échanges sur plusieurs contraintes, d'ailleurs persistantes, qui constituent des freins à l'épanouissement des femmes, notamment les violences sexuelles en période de conflit, les mariages et grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes, l'accès limité à la terre et aux ressources, ainsi qu'à la participation des femmes aux prises de décision. Une déclaration politique a été adoptée à la fin des travaux pour soutenir la promotion de la lutte systématique contre les violences basées sur le genre, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Joseph Amiga, merci. Toujours à Kinshasa et en marge des travaux, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, dans le cadre des relations bilatérales, a eu des échanges avec son homologue rwandais Paul Kagame, que nous voyons déjà en image. Le renforcement de la coopération entre Lomé et Kigali a été largement abordé par les 2 plus hauts dirigeants. La suite de votre édition avec ce partenariat scellé entre la Caisse régionale de refinancement et le Propaco. L'objectif ici est de relever le déficit de logement décent et à moindre coût au sein de l'espace UEMOA. L'enveloppe mise en contribution est de 26 milliards de francs CFA. Le récit de cet accord avec Equisala. Des logements décents, tout le monde n'y a pas assez, surtout les populations à faible revenu. Dans l'espace UEMOA, des milliers de personnes sont en manque, toutes concentrées dans les zones urbaines. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, CRRH,
et Propaco s'associent pour résoudre l'équation. Propaco met alors 40 millions d'euros à la disposition du CRRH pour aider à relever le défi. Le financement de 40 millions d'euros, c'est-à-dire 26,2 milliards de francs CFA que nous venons de signer, et a renforcé ses efforts en faveur de l'accès à la propriété des ménages à revenus modestes dans notre Union. Effort pour faciliter l'accès à un logement qui, pour nous, lorsque nous parlons de logement abordable, désigne la capacité d'accès, la faculté d'accès à des prêts de montant maximal de 20 millions de francs CFA, portant un taux maximum de 6,5% l'an sur 15 ans. Sachant que, pour notre part, à la CRH au mois, nous constatons ces refinancements à 4,5% l'an sur 15 ans. En ligne de mire, 1800 foyers dans l'espace UOMOA. L'agence française de développement, via sa filiale Propaco, insiste sur une chose, la qualité des ouvrages à réaliser. La qualité, c'est le prix, ça veut dire la qualité, c'est les standards, ça veut dire aussi, et vous le savez de plus en plus, les émissions, c'est-à-dire d'arriver à avoir des villes, des logements qui luttent contre le changement climatique et d'arriver à déclencher des mécanismes économiques qui fait que le surcoût initial peut-être de la mise à ces normes environnementales et sociales des bâtiments leur permettent d'acquérir de la valeur et de la valeur relative sur le marché immobilier à mesure des ventes successives des biens immobiliers. La Banque ouest-africaine de développement, principal actionnaire de la CRRH, se félicite de la conclusion de cet accord. Nous avons aujourd'hui un motif de satisfaction, c'est que la CRRH UOMOA a pu bénéficier de ce concours en étant contrepartie. C'est la preuve que d'une part le business model, la BOAD poussera, la CRRH, il faudrait me faire confiance, poussera encore plus loin la CRRH, plus loin son professionnalisme. 11 ans déjà que la CRRH est mise en place. Elle compte aujourd'hui 62 actionnaires. Depuis 2016, l'institution a mobilisé en faveur de la construction des logements décents 108 milliards de francs CFA. Les petites et moyennes entreprises du Togo sont aussi ciblées à travers un autre accord qui engage ici l'AFD, Propaco et Ecobank, un partenariat qui demande à l'établissement financier de répondre favorablement et rapidement aux besoins de financement des PME. Le récit maintenant avec Sandra Ziagbi. Un protocole d'accord qui concrétise le début d'un partenariat entre le groupe AFD Propaco et Ecobank Togo. L'agence octroie une garantie de portefeuille d'un montant de 3 millions d'euros à l'établissement financier. Le fonds est destiné à faciliter l'accès au crédit des PME permis togolaises, véritable moteur de croissance et de création d'emplois, malheureusement fragilisés par la crise sanitaire. Compte tenu vraiment des perturbations que ces PME ont connues donc suite à la pandémie de Covid-19, d'essayer de leur apporter des solutions vraiment pour leur permettre de renforcer leur capacité de résilience, mais aussi donc pour essayer de soutenir un certain nombre d'initiatives. Les entrepreneurs jeunes du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, donc ça c'est une cible très importante pour nous, mais une autre cible qui est importante pour nous vraiment, ce sont les entreprises des femmes. Ce partenariat est une continuité de l'engagement de l'AFD en faveur du secteur privé et de la relance économique durable au Togo. Et dans le reste de l'actualité, la CEDEAO accélère l'opérationnalisation de son gendarme de la concurrence. Les ministres du commerce de l'espace ont examiné et validé à l'OB les tests et instruments juridiques nécessaires pour faciliter les échanges commerciaux entre États. Le point de la rencontre avec Trinité Kelele et Yata Arate. La CEDEAO veut se doter d'un cadre institutionnel, juridique et réglementaire sur la concurrence. 6 nouveaux textes font l'objet d'examen et validation à cette rencontre des ministres du commerce de l'institution sous-régionale. Il s'agit notamment de l'amendement des actes additionnels portant création du cadre régional de la concurrence, ainsi que la création de l'ARCC, le règlement des fusions et acquisitions.
Vous savez que les lois qui gouvernent la concurrence dans chaque région et sous-région sont critiques en ce qui concerne la pratique saine du commerce dans notre espace. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale parmi nous. La surveillance des effets de la concurrence dans l'espace communautaire a connu des progrès au regard du cadre réglementaire et institutionnel mis en place dans les États membres. Au niveau de chaque État, des organisations se mettent en place pour pouvoir mieux contrôler la concurrence. Au Togo, d'ailleurs, depuis 1999, nous avions déjà une loi sur la concurrence et sous les très hautes orientations de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République. Le gouvernement est en train de travailler sur ce cadre-là, à l'effet de le rendre conforme aussi bien à la dynamique qui se crée aujourd'hui au niveau de la CEDEAO et celle que nous avons aussi au niveau de l'UEMOA. Nous voulons un secteur privé plus fort, mais très encadré, même en matière de concurrence. Les pays africains, tout comme ceux du monde entier, traversent une crise sanitaire sans précédent liée au Covid-19. Il est donc recommandé de mettre en place des mécanismes permettant aux pays de la CEDEAO de sortir plus renforcés de cette pandémie. La promotion de la culture de la concurrence en est l'une des clés. Après le commerce, la justice au sein de la CEDEAO. À Lomé, la conférence internationale de la Cour de justice de l'organisation sous-régionale a clôturé ses travaux. On retiendra surtout des recommandations, la célérité dans le traitement des dossiers et une justice équitable pour les justiciables. Le point des recommandations avec Christine Peteki à l'hôtel. Les questions examinées ont porté entre autres sur le rôle de la Cour de justice dans le processus d'intégration et l'exercice du mandat judiciaire, les moyens pour renforcer les rapports entre l'institution et les juridictions nationales ont été également évoqués. L'ensemble des acteurs se sont à la fin accordés sur des axes d'amélioration pour une Cour plus performante. Parmi les plus fortes recommandations, il est demandé à la Cour de mettre une stratégie en place pour approcher les États en vue d'instaurer un dialogue pour aboutir à l'exécution des décisions de la Cour. Que le nombre de juges qui a été réduit à 5 au lieu de 7, que ce nombre soit ramené à 11, que le mandat des juges soit ramené de proposition à 5 ans renouvelables ou alors à 6 ans ou 9 ans non renouvelables. Que la Cour de la CEDEAO instaure un dialogue bilatéral avec les justices nationales des États pour échanger sur le droit communautaire afin de fluidifier son application. L'institution a fait face à des défis certes. Toutefois, de nombreux succès ont été enregistrés. La Cour dispose aujourd'hui de mécanismes performants de protection et de promotion des droits humains. Nous sommes fiers de ce régime des droits de l'homme qui est un acquis. Nous exprimons la reconnaissance de l'institution au président de la République du Togo pour son leadership incontesté et les commodités offertes par le Togo pour la réussite de cette conférence. Nous sommes également ravis pour la qualité des recommandations faites. La mise en œuvre des recommandations retenues aidera à éliminer les obstacles pour une communauté plus juste et intégrée, condition essentielle pour assurer la paix et la stabilité. Une courte pause à présent pour parler du respect des droits humains au Togo, ainsi en prélude à la présentation du rapport du Togo au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Les élus, députés à l'Assemblée nationale, ceux surtout de la Commission des droits de l'homme ont été entretenus sur le processus de l'EPU et aussi sur l'engagement du député. Le point maintenant avec Chazina Baga. On portera donc sur le rôle des parlementaires. La Commission nationale des droits de l'homme veut, à travers cette session d'information, mobiliser les parlementaires dans le processus de l'examen périodique universel. Le Togo est attendu le 24 janvier 2022 devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre du 3e cycle de ce grand oral. La CNDH entend donc engager en amont les députés afin qu'ils usent de leurs prérogatives pour veiller à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce rendez-vous. C'est le Parlement qui adopte les lois. Et donc il y a un certain nombre de recommandations qui concernent spécifiquement la représentation nationale.
Et c'est le Parlement, par exemple, qui vote le budget. Et donc, il faut faire en sorte que le Parlement soit bien informé sur ce mécanisme-là et qu'il puisse accompagner la mise en œuvre donc, des recommandations que l'État a acceptées. Les assises vont porter sur l'introduction au mécanisme de l'examen périodique universel et le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des recommandations. Des discussions, des partages d'expériences et des bonnes pratiques sont également prévus. Dans l'EPU, 90% des recommandations nécessitent une action parlementaire directe. C'est d'abord présenter les particularités de l'EPU, de créer un certain attrait à l'EPU pour dire que voilà, ils peuvent, via ce mécanisme, faire avancer les choses au Togo. Nous attendons après cet atelier de sortir un peu plus formés à faire promouvoir ces droits de l'homme dans notre pays pour le bonheur de tout le monde. L'Assemblée nationale est disponible à accompagner le gouvernement togolais et à faire ratifier et faire appliquer tous les tests en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Le président par intérim de la CNDH a émis le vœu que cette session soit le début d'une collaboration fructueuse entre son institution et la représentation nationale en matière de protection et de promotion des droits de l'homme au Togo. Les présentes assises bénéficient de l'accompagnement de l'ONG UPR Info et du CACIT. Et ce communiqué à présent, avant de poursuivre cette édition, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour le prochain concours direct de recrutement de fonctionnaires de police, précédemment fixé au 26 novembre 2021, est repoussé au 3 décembre 2021 à 17h. Il rappelle également que les dossiers des candidats non titulaires de carte nationale d'identité, mais ayant déjà fait des demandes de délivrance des dites pièces auprès des services de police sont recevables sur présentation de la quittance attestant cette demande. Communiqué signé par le général de brigade Damram Iyarka. Du matériel pédagogique et pratique aux directions régionales de l'enseignement primaire et secondaire, un geste du gouvernement pour accompagner les enseignants dans l'exercice de leur métier. Reportage. Du matériel pédagogique, informatique, de laboratoire, mais aussi du gel hydroalcoolique aux directions régionales de l'éducation, Plateau Ouest, Maritime et Grand Lomé. C'est la deuxième phase de l'opération de remise de ces outils de travail aux enseignants et apprenants du Togo. Un geste qui vient renforcer les capacités fonctionnelles des inspections et établissements scolaires publics. C'est l'une des premières, et surtout les mallettes pédagogiques. C'est la première fois que je vois ça. Et ces mallettes contiennent tout pour les expériences, surtout en des matières scientifiques. Aujourd'hui, quand on fait les expériences et que les enfants même voient de visu les noms qu'on donne aux choses et on tire la conclusion à partir des expériences, je pense au niveau des enfants aussi, ils ont besoin de ce matériel. Nous allons gérer de main responsable parce qu'on ne peut pas jeter l'argent par la fenêtre. C'est de l'argent qui a été investi et nous devons prendre soin de ce matériel de manière à ce que ce matériel puisse nous servir et durer dans le temps. À travers ce don, le gouvernement se veut encore plus pragmatique dans la recherche des solutions aux défis du secteur éducatif. L'amélioration des infrastructures scolaires et la qualité de l'éducation. Sur ces deux piliers, moi je peux vous assurer que nous déroulerons la feuille de route du gouvernement sous l'autorité du chef de l'État. Et les problèmes ne nous empêcheront pas de construire le secteur de l'éducation. C'est le deuxième geste du gouvernement en faveur du secteur de l'éducation à moins d'un mois après le matériel roulant au personnel d'encadrement. Sa réalisation a nécessité la mobilisation de près de 700 millions de francs CFA. La gestion durable des écosystèmes, des experts venus du Bénin échangent avec leurs collègues du Togo pour développer d'autres approches en lien avec l'économie verte. Le compte-rendu à l'ouverture des travaux avec Naomi Nyonfami Sakaruna, commentaire Ramdan Bassina. Chercheurs, acteurs de la société civile, décideurs, tous venus du Togo et du Bénin, au cœur de cette rencontre à Lomé, l'économie verte.
Comment en faire la promotion et faire un levier de développement pour les deux pays? C'est une préoccupation au centre de ces échanges. Nous avons identifié le Togo et le Bénin pour commencer cette expérience pilote en termes de dialogue sur les questions économie verte, parce que nous avons pensé que d'abord, c'est des peuples qui se partagent les mêmes langues. Et nous espérons tout d'abord avoir la même compréhension du concept d'économie verte entre les deux pays. Par après, définir un plan d'action pour voir comment rentrer dans cette question de préservation de l'environnement en rapport avec les habitudes économiques. Et puis ensuite, voir dans quelle mesure proposer nos démarches aux autres États de la sous-région, toujours dans le sens de préserver l'environnement avec nos habitudes économiques pour arriver à une transition écologique et parvenir à un développement durable dans notre sous-région. Cette rencontre est initiée par l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable. C'est en collaboration avec Konrad Adenauer, une ONG allemande. Le Togo réceptionne et encore des doses de vaccins anti-Covid-19, un engagement du gouvernement pour avoir un taux élevé de couverture vaccinale. En image, plus de 600 000 doses de vaccins Johnson & Johnson. Compte rendu à Bouzadadia, commentaire Sandra Ziabri. 633 600 doses de vaccins Johnson & Johnson. C'est le nombre de vaccins réceptionnés par les autorités sanitaires et les partenaires à l'aéroport international Gnassingbé et Yadéman. Un don de l'Allemagne à travers l'initiative COVAX. L'Allemagne s'est très tôt engagée dans une réponse commune et solidaire à la pandémie. Nous contribuons plus d'1 milliard d'euros à l'initiative COVAX globalement. Et en 2021, nous avons fait des dons à l'auteur de 100 millions de doses de vaccins globalement. Donc voilà qu'aujourd'hui, nous avons cette belle occasion de pouvoir offrir encore une fois un autre don de vaccins à nos partenaires togolais. Le lot vient renforcer la campagne accélérée de vaccination anti-Covid-19 lancée par le gouvernement il y a quelques jours. Nous sommes prêts à utiliser cette dotation que nous venons de recevoir. Nous invitons la population donc à se déplacer vers les centres de vaccination pour se protéger contre la maladie de la Covid-19. Le Togo se donne ainsi les moyens pour atteindre l'immunité collective. Les Togolais non encore vaccinés sont appelés à retrousser leurs manches pour leur dose de vaccin. Les situations à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 26 novembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 236, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 895, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 98 et le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Les animaux de compagnie bénéficient d'une nouvelle campagne de vaccination contre la rage canine. Cette campagne a été lancée à Kara il y a quelques jours et va couvrir toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu à présent avec Nestor Mouzou. Après le Delta, voici le variant B11529 détecté en Afrique du Sud où l'épidémie repart de plus belle. Un variant qui serait plus contagieux que les autres, avec déjà plusieurs mutations. Au début, ça ressemblait juste à de nouveaux clusters. Mais depuis hier, nos collègues scientifiques affirment qu'ils observent ce qui ressemble à un nouveau variant. On voit sur ce graphique du Financial Times une modélisation de la reproduction des variants dans le temps. En rouge, le nouveau variant. En une vingtaine de jours, il représenterait plus de 80% des cas, bien plus que pour les autres variants. Il pourrait donc vite devenir dominant et remplacer le variant Delta aujourd'hui majoritaire. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas si les vaccins sont efficaces contre cette nouvelle souche.
L'OMS doit se réunir aujourd'hui pour l'étudier. L'Afrique du Sud avait déjà vu émerger un premier variant fin 2020. C'est aujourd'hui le pays le plus touché par l'épidémie sur son continent. En prévention, le Royaume-Uni a d'ores et déjà suspendu les vols depuis 6 pays africains. Et vous venez là plutôt de suivre l'actualité liée au nouveau variant du Covid-19. Je parlais tantôt des animaux de compagnie qui bénéficient d'une nouvelle campagne de vaccination contre la rage canine. Cette campagne a été lancée à Kara il y a quelques jours et va couvrir toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu maintenant avec Nestor Mouzou. Le gouvernement togolais et ses partenaires plus que jamais déterminés à combattre la rage canine. Ils en donnent encore la preuve avec cette nouvelle campagne de vaccination. Chiens, chats et singes, bref, tous les animaux de compagnie sont concernés à travers tout le pays. Les doses sont disponibles dans les préfectures et cantons. Le gouvernement a décidé une campagne de vaccination gratuite pour permettre d'atteindre l'immunité collective, 250 000 doses, correspondant à 250 000 chiens et chats à vacciner sur toute l'étendue du territoire gratuitement sur une population active de chiens et de chats de 416 000 têtes, donc ce qui nous permet épidémiologiquement d'atteindre une immunité collective et de diminuer la prévalence de la rage. Selon les services techniques de l'élevage, la campagne de vaccination avant celle-ci a permis d'atteindre une couverture de 74%, un taux satisfaisant à leurs yeux. Cette nouvelle campagne va se dérouler jusqu'à la fin du mois de décembre. Le gouvernement togolais y est accompagné par l'UEMOA, la Banque mondiale à travers le projet REDICE et l'Organisation mondiale de la santé animale. Le débat à présent sur le sport en Afrique et c'était à la faveur d'un colloque international de Lomé, le point à l'ouverture des travaux avec Sonia Meniko. Les universitaires exorcisent les maux dont souffre le sport en Afrique. L'amateurisme, l'affairisme, la corruption, le non-respect des textes notamment. À l'auditorium de l'université de Lomé, enseignants-chercheurs, juristes, praticiens du sport, économistes et sociétés civiles venus des pays de l'Afrique francophone engagent les discussions. Cadre de ces échanges, l'intérêt général dans la gouvernance sportive en Afrique, mythe ou réalité? L'intérêt général doit devenir une réalité. Il est capital que la gestion du sport se conforme à l'intérêt général, car c'est en se conformant, en s'éloignant des intérêts privés, en s'éloignant des intérêts politiques, qu'on permet à la gouvernance du sport d'atteindre les objectifs. Le rendez-vous de Lomé se veut une vitrine pour la mise en lumière des défis auxquels la gouvernance du sport africain est confrontée. La ministre des Sports et des Loisirs plaide pour une prise en compte de la problématique dans les politiques publiques de développement. Le sport est une valeur très sûre, que ce soit sur le plan social et également sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, nous voulons faire du sport d'abord togolais, un sport pourvoyeur d'emplois décents et un sport qui contribue effectivement au développement socio-économique de notre pays. Et aussi, quand on parle de la gouvernance du sport, c'est qu'il faut qu'il y ait une très bonne collaboration entre l'État et également les instances sportives. Les échanges de ce colloque international de Lomé permettront de poser les jalons de la modernisation de la gouvernance sportive en Afrique. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.